Bonjour à tous et bienvenue dans La Quinzaine, le podcast qui toutes les 2 semaines vous parle avec passion de l'actualité du cinéma. Après une dernière émission sur le Festival de Cannes où on évoquait ensemble les films qui allaient faire cette édition 2018, on revient dans cette 15e émission sur l'un des films événements de ce festival, projeté hors compétition, L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. Après plus de 25 ans de gestation, d'annulation et de relance, le film est enfin sorti depuis le 19 mai 2018. Alors est-ce que ça valait vraiment le coup d'attendre 25 ans pour ce film ? Que vaut vraiment cette reprise du mythe de Don Quichotte avec un jeune publicitaire américain et un vieux cordonnier espagnol ? Terry Gilliam retrouve-t-il la fougue des Monty Python ? Je m'appelle Jacques et pour en discuter aujourd'hui, je suis en compagnie de mes 2 acolytes. Salut Ambroise. Bonjour Jacques. Et salut Camille. Salut Jacques. Alors, la sortie de ce film sera évidemment pour nous l'occasion de revenir dans une deuxième partie de l'émission sur la filmographie si particulière de Terry Gilliam et d'évoquer ensemble ces univers qui nous ont fait rire beaucoup ces dernières décennies. Mais avant de parler de tout ça, on connaît maintenant le palmarès du Festival de Cannes et Ambroise, je crois que tu veux nous en parler. Oui, alors très rapidement, Palme d'Or pour Koreeda pour le film Une affaire de famille. Alors Koreeda, c'est un réalisateur japonais qui est un habitué du Festival de Cannes puisque je crois que c'est sa 9e participation. Donc il était temps quelque part qu'il la gagne, c'est assez fréquent quand même au Festival de Cannes des réalisateurs qui... C'est la pire des raisons possibles. Ouais. Mais ça arrive souvent, par exemple on a l'exemple de Jacques Audiard qui était passé pas très loin de la récupérer quelques fois et qui l'a récupéré pour 10 pannes, alors que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas forcément son meilleur film. Et donc voilà, donc Koreeda qui moi après forcément j'ai pas vu Une affaire de famille, mais c'est un réalisateur vraiment intéressant et moi les 2 films que j'avais vus de lui m'avaient vraiment séduit. C'était Still Walking et Nobody Knows et pour le coup je conseille, c'est pas franchement un style qui me plaît à la base vu que c'est vraiment du style assez réaliste, proche du documentaire, mais ça reste des films vraiment intéressants, très justes sur des sujets simples. Et donc voilà, c'est vraiment un réalisateur à suivre et je suis assez curieux de voir du coup ce qu'a donné Une affaire de famille. La suite donc, du palmarès Bon oui, ça va. Alors ensuite Godard qui reçoit un prix spécial du jury, alors que bon, il est pas venu, tout ça. Le Grand Prix pour Spike Lee, beaucoup de gens se sont dit que c'était quelque part un prix qui était également politique, vu que le film parle de la condition des Noirs aux États-Unis et du Ku Klux Klan. Donc ensuite, on voit que il est très international le palmarès, puisque il y a des films comme Capharnaüm de Nadil Nabaki, qui est un film libanais qui parle également d'une enfance déchirée comme la Palme d'Or de Koreeda. Et ensuite, on trouve des films russes tels que Cold War ou Yes Mankou. Et voilà, donc des Italiens, des Russes qui sont parvenus à obtenir des prix. Il y a un film qui a réalisé un doublé, c'est Girl du Belge Lucas Damon, qui a obtenu à la fois la Caméra d'Or et également la Queer Palm, qui récompense un film qui évoque des sujets LGBT. Et donc voilà, on peut aussi noter rapidement, vu que nous sommes français, qu'aucun film français n'a été récompensé sur aucune des catégories, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et étant donné également, c'est assez surprenant, vu que sur les dernières années, il y avait quand même eu beaucoup de films français qui avaient remporté ou des prix, voire même des Palmes d'Or. Et le film, donc, le film de Godard dont tu parlais ? Oui, enfin, il est suisse. Et il est suisse maintenant ? Mais il a toujours été suisse, Godard. Ah bon ? Oui. Ah pardon. Voilà. On a une vraie capacité en France à récupérer les Suisses et les Belges. Ouais, je vois Voilà. ça. Ah, hyper intéressant. Enfin, quand Très ils sont bons. bien. Donc voilà. Ok, écoute, merci pour ce palmarès Ambroise. On va maintenant passer à notre film de la quinzaine, donc L'homme qui tua Don Quichotte, et tout de suite, Camille, est-ce que tu nous fais le pitch, s'il te plaît ? Ouais, donc c'est un résumé assez difficile à faire parce que le film part dans plein... il y a plein d'histoires parallèles en fait et on rentre petit à petit dans la réelle histoire. Mais donc c'est l'histoire de Toby qui est joué par Adam Driver, qui est un jeune réalisateur cynique, un brin désabusé, et qui tourne une publicité sur le thème de Don Quichotte en Espagne. Et il va se retrouver dans un voyage un peu mélancolique sur les lieux de son film de fin d'études, et être embarqué par un vieux cordonnier qui jouait déjà dans son film et qui est convaincu encore, donc 10 ou 15 ans après, d'être Don Quichotte. Et ensuite, donc, il va devoir affronter les conséquences de ses actes de jeunesse, autant par rapport à ce vieil homme que par rapport à une jeune femme qu'il a séduit, Ouais. ou en tout cas tourné vers le cinéma à l'époque. Ouais, résumé compliqué parce qu'en fait il y a vraiment 3 niveaux de Don Quichotte dans le film. Il y a le film de fin d'études, il y a la pub qu'il est en train de tourner en ce moment et le vieux qui croit être Don Quichotte.
Donc effectivement assez compliqué à pitcher ce film. En tout cas c'est avec Adam Driver donc dans le rôle de Toby le publicitaire, c'est avec Jonathan Pryce qui joue aussi le moineau dans Game of Thrones, qui joue aujourd'hui Le cordonnier. le Don Quichotte, cordonnier. en tout cas. Ouais, Enfin, cordonnier l'homme qui se prend pour Don Quichotte. slash Don Quichotte. Qui a joué dans G.I. Joe aussi. Je trouvais ça important de le signaler. Mais tu gâches tout mon brosse. Ouais, bon, il y a pas Ok. des chefs-d'œuvre. Donc c'est sorti le 19 mai 2018, ça dure un peu plus de 2 heures. Et on en discute donc maintenant. Ambroise, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? C'est un film qui est assez difficile à aborder parce que en fait là ce qui rend le film vraiment intéressant en soi c'est toute l'histoire qui est autour du film et malheureusement si on prend voilà toute la production, ce qui est le plus intéressant au final c'est comment on en est arrivé à ce film là et pas le film en tant que tel, puisque voilà, Terry Gilliam c'est quand même un réalisateur qui a une carrière extrêmement longue derrière lui, Bof. qui a fait beaucoup de choses et qui au final nous sert ce film qui est le film de sa vie, le film sur lequel il s'est battu 25 ans, où il a failli laisser la santé vu qu'on le rappelle il avait fait un AVC juste avant le festival de Cannes, un film qu'on pensait même ne jamais voir et au final c'était il y avait une attente telle autour de ce film qu'on pouvait difficilement être autre chose qu'être déçu. Après moi je suis déçu à moitié puisque je trouve quand même que le film est assez agréable à voir. Il y a des longueurs, il est très imparfait, mais il y a quand même un espèce de souffle que je trouve vraiment réjouissant. Et aussi, il y a le fait que Terry Gilliam ait enfin réussi à faire ce projet qui lui tenait autant à cœur, qui en soi est vraiment aussi quelque chose qui fait plaisir. Ouais. Camille? Je suis à moitié d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord sur la seconde partie, mais pour moi, du coup, les conditions de réalisation de ce film, du coup, elles sont devenues un peu mythiques. C'est devenu le tournage le plus catastrophique. Et d'ailleurs, Terry Gilliam a eu le prix du réalisateur le moins chanceux de l'histoire du cinéma. Prix qui est totalement mérité pour le coup. Prix qui est totalement mérité. Mais je trouve ça justement assez bien que étant donné l'attente qu'il y a eu sur ce film, que en fait Terry Gilliam nous propose quand même, comme tu l'as dit, un film imparfait, un film qui est un peu boiteux en fait, parfois, Ouais. qui est plein de références et plein d'humour, D'auto-référence en fait. d'auto-références, et du coup c'est un cercle assez fermé de références sur du coup les difficultés qu'il y a eu à tourner le film, beaucoup de mise en abîme sur et Don Quichotte comme thème favorisant déjà ce type de lecture, mais du coup énormément de mise en abîme sur qu'est-ce que c'est que le cinéma, qu'est-ce que c'est qu'être réalisateur, qu'est-ce que c'est qu'être acteur, et tous ces thèmes sont très bien très bien vus, et au final je suis presque content de ne pas avoir eu la première tentative qui était donc avec Jean Rochefort avec Johnny Depp, parce que je pense que j'ai plutôt confiance en Jean Rochefort pour jouer un bon Don Quichotte, mais j'ai beaucoup de réserves sur Johnny Depp, et à mon avis Adam Driver est bien meilleur dans ce rôle de réalisateur un peu désabusé et qui rentre dans une histoire un peu loufoque, totalement loufoque. Ça après on le saura Johnny jamais. Depp. Enfin ça on le saura jamais au final. On le saura jamais, mais on a déjà vu Johnny Depp jouer. Ouais, il aurait fait Jack Sparrow, il aurait fait Jack Sparrow sur un Alors mulet. là, je suis vraiment pas d'accord parce que le film il a quand même voulu le tourner au début des années 2000 et c'était avant que Johnny Depp s'enferme dans sa Jack Sparrowisation et qu'il ne fasse plus rien. C'était un moment où Johnny Depp, voilà, il avait déjà fait Las Vegas Parano avec Terry Gilliam. C'était encore quand Johnny Depp était un acteur solide. Non, c'est sûr, c'était au début de l'époque de Tim Burton, c'était au début... Ouais, c'est ça, il n'était pas encore rentré dans la caricature. C'est certain. Mais après, moi justement, on a évoqué la semaine dernière Lost in La Mancha, et je pense que là aussi on va en parler beaucoup. Ouais. Il y a quand même une scène que je trouve bouleversante dans ce documentaire, c'est quand Jean Rochefort et Johnny Depp commencent à échanger, à répéter les dialogues sous les yeux de Terry Gilliam, et qu'on voit déjà, même si bon c'est filmé en mode documentaire et qu'ils sont assis autour d'une table, on voit déjà qu'il y aurait pu avoir un échange vraiment
intense entre les deux, que je trouve vraiment complémentaires. Et juste après, Terry Gilliam, qui avec des étoiles dans les yeux, dit ouais, ce film il va être extraordinaire et tout ça. Surtout après quand on sait que le film s'est jamais fait. Moi, ce que je retiens aussi de ce que vous venez de dire, c'est l'impossibilité de détacher le film tel qu'il est aujourd'hui de son histoire en fait. Parce que c'est un film qui se complète complètement dans les 25 dernières années, dans ses arrêts, dans ses reprises, début, etc. Même, ouais. Dès le début du film, il en parle aussi. C'est un film qui précise dès le départ, après 25 ans... d'empoigne, c'est ça voilà. Quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un film qui est indétachable de son histoire. Et en ça en fait un objet assez fermé, qui est méta, parce que c'est un film qui parle du film. Et c'est assez étrange. Moi, au début du film, j'avais l'impression qu'il me perdait totalement dans les 3 niveaux de lecture du Don Quichotte, donc déjà, qui sont présents dans le film. Et en plus, parce qu'il parlait avant tout de lui-même et avant tout de ses difficultés de réalisation de son film. C'est ça. Et en ça, pour moi, le serpent se mordait un petit peu la queue au tout début du film, et je me suis dit, ça va être 2 heures très très pénibles si le film s'arrête là, et si la seule portée et la seule vision du film est de parler de lui-même. Là où ensuite le film démarre un petit peu lorsque, on va dire, les 2 univers se mélangent, entre l'univers de Don Quichotte et l'univers réel du publicitaire, lorsque les 2 commencent à se mélanger, là pour moi le film prend un nouvel élan, et là on comprend vraiment la vision et on comprend vraiment l'ambition du film à ce niveau-là. C'est vraiment le côté réel et l'imaginaire qui se perdent, et là je l'ai trouvé intéressant. Mais au début du film, j'ai eu très très peur de ça, d'un serpent qui se mord la queue éternellement pendant 2 heures et qui parle de lui sans arrêt. Voilà. Je suis assez d'accord. Enfin, c'est assez long à se mettre en place, et donc ça c'est clairement dû à la multiplication des intrigues et au fait que c'est un peu un jeu de poupée russe. Exactement, ouais. Où quand on croit avoir compris quelque chose, en fait on rentre plus profondément dans le Don Quichotte, quoi. Mais et justement, ce que je trouvais très bien vu, c'est que on a le même jeu de poupée russe sur le final, que je trouvais très beau, très poétique, de si au début on rentrait toujours plus profondément, à la fin on voit de plus en plus clairement et de manière plus explicite, jusqu'à la fin où on a du coup ce que voit réellement Don Quichotte en image de synthèse, et qui est la seule fois où on a des images de synthèse d'ailleurs dans le film, qui est un peu un passage au flambeau entre différentes générations. Et donc là on ressort du film en fait avec une vision beaucoup plus claire, et qui est assez bien mise en œuvre. Ouais, mais ça décolle pour moi vraiment que dans la deuxième moitié. C'est cette chose-là, tu le comprends que dans la deuxième moitié. Moi après, j'ai pas ressenti le film comme vous. Moi, je trouve qu'en fait, vraiment, le film, il est hyper inégal, parce que au début, il y a un quart d'heure qui me plaît. Après, il y a un autre quart d'heure que je trouve un peu plus balourd. Après, il y a un autre quart d'heure où je trouve il y a un peu plus de vie. Et c'est ainsi de suite comme ça. Je trouve vraiment le film saccadé. Mais de toute façon, après, c'est sur la structure du film aussi. C'est des péripéties, c'est des différentes petites et le problème, c'est qu'il y a différentes... beaucoup de péripéties, je trouve, qui ne servent à rien, quoi. Enfin, le film, il fait un peu plus de 2 heures. Ouais, 2h12. Je pense 2h12. Ouais, je pense qu'il aurait gagné à, je sais pas, à faire 1h40 ou, parce que vraiment, il y a des moments qui sont, Non, le film est long. Ouais, il y a vraiment, enfin, c'est même pas, après, je l'ai pas si mal ressenti que ça, il y a pas de moment où j'en pouvais plus ou quoi, mais il y a des moments où je me disais, ouais, non, ça c'est pas terrible, ça c'est, mais après, et c'est vrai que, on a beaucoup parlé des espèces de clins d'œil et de la mise en abîme enfin voilà, quand ils disent... Mais t'es obligé d'en parler. Ouais, t'es obligé d'en parler, mais moi justement ça me surprend de la part d'un type comme Terry Gilliam. Après c'est vrai que il en a tellement souffert que ça peut se comprendre, mais au bout d'un moment je trouve ça lourd, quand t'as vu le documentaire, de voir qu'il explique tiens il va pleuvoir alors qu'il a pas plu depuis 3 ans, comme ça arrivé à Terry Gilliam, ça va mettre le tournage en danger, comme c'est arrivé, tout ça. Moi ces trucs là je les trouvais pas utiles, et je trouve que ça apporte pas grand chose au film en tant que tel, quoi. C'est vraiment des espèces de petits clins d'œil complices que je trouve un peu mal amenés, quoi. Mais c'est un film qui est totalement méta, faut avoir vu le documentaire avant de voir ce film là, sinon tu saisis pas sinon tout. tu comprends pas, sinon tu saisis pas tout, parce qu'il il se fait des clins d'œil à lui-même, donc sinon tu le saisis pas forcément. Et c'est vrai que la part d'auto-célébration est quand même un peu dérangeante. Ouais, mais bon, après... puisque du coup c'est un film sur Terry Gilliam, par Terry Gilliam, et qui aborde le sujet des grandes difficultés qu'a eu Terry Gilliam pour faire son film sur Terry Gilliam. Enfin, je veux dire, c'est un truc où ça parle vraiment que de lui, quoi. Mais après, sur les quelques faiblesses, je dirais... les personnages secondaires sont pour moi très faibles. Et les acteurs aussi. Les acteurs aussi,
autant les acteurs principaux, Jonathan Oui, ils sont Pryce très bons, très bons. et Adam Driver sont très bons. Surtout Adam Driver quand même. Surtout Adam Driver qui Ouais. est vraiment excellent. Ouais. Ouais, qui porte le film, hein, clairement. Ah ouais, non, mais il est. Mais il était déjà excellent très, très bon. Kylo Ren, donc il y a pas. Ça m'étonne pas. Et j'ai bien aimé aussi Johanna Ribeiro. Ah non, moi je trouve ça un problème. Moi je trouve qu'elle joue très mal. Moi je trouve ça va. C'est Olga Bakulenko que Ouais, alors j'ai elle- vraiment pas aimé. Ouais. Et ensuite les autres rôles. Le rôle du russe. Le rôle du russe est catastrophique. Ouais, la Le rôle caricature. le rôle de de l'agent russe, là. est mauvais aussi. Le rôle de l'agent, en tout cas de l'aide. Ouais, voilà. Le rôle du mec qui paye pour la pub là et le producteur est très mauvais aussi. Enfin, Mais c'est vraiment- les personnages ils sont- secondaires sont mauvais et caricaturaux. Mais ils sont développés comme des caricatures et comme des caricatures d'un film comique, alors que le film n'est pas forcément comique. Mm. Enfin, Mais le film est quand même très drôle. J'ai trouvé que c'était très 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 drôle. J'ai un humour absurde très souvent qui m'a fait beaucoup rire. moi, il y a des moments où le- j'ai pas forcément compris. Le moment, par exemple, où il envoie valser les sous-titres, de quand il arrive dans le bar, Ouais. et il envoie valser les sous-titres. Bon, Ça, ça s'est moi, ça souvent m'a vu fait quand même. rire, ouais. Moi après. Ça, j'ai pas vraiment compris, parce que pour moi, c'est une incursion Monty Python dans le film. Non, mais c'est pour casser. Enfin, il y a des films, par exemple, La Poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, il y a eu le même problème où voilà, enfin, il y a Sean Connery qui est censé jouer un chef de l'armée russe, et à un moment, en fait, il y a un espèce de jeu de caméra qui fait qu'il parle russe, et un zoom sur ses lèvres, et ensuite il parle anglais. C'est pour expliquer, voilà, enfin, voilà, pour qu'un film se vende internationalement, s'il est en russe, c'est toujours plus compliqué, puis c'est compliqué de faire jouer Sean Connery en russe pendant 2 heures. Donc ça, je pense que c'est vraiment un espèce d'outil qui a été mis en place là-dessus, et après, comment il l'amène, c'est original, et puis, je trouve pas que ça dénote tant du film. Le film est sur un ton un peu burlesque, et donc ça, comment il l'enlève, ça reste burlesque aussi, donc à la limite, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi, les passages d'humour, en fait, il y a des moments, ça m'a pas vraiment fait rire, c'est que je souriais, voilà, je trouvais ça amusant, je trouvais ça sympa, mais il y a pas vraiment des moments où j'ai rigolé réellement. Il navigue toujours entre les deux, en fait. Ouais, c'est Entre ça. le burlesque, le cocasse dans les situations, et en même temps le extrêmement grave dans son propos. Oui, bon après le propos est pas est grave, mais il est quand même traité pas de manière grave. Puisque le propos est pas plus grave que dans pas mal de comédies en soi. Ouais. Enfin, et moi vraiment ça m'a fait beaucoup rire, genre plus rire que énormément de comédies que j'ai pu voir. J'étais à côté de toi dans le cinéma, c'est pas vrai, tu n'as pas rigolé une seule. D'ailleurs, tu dormais, t'as pas vu? Il y a même des moments où je t'ai regardé et tu rigolais pas, alors que moi j'étais hilar. À d'autres, personne ne te croira. Mais justement, moi, le problème que j'ai là-dessus, c'est que en fait, le personnage de Don Quichotte, en soi, c'est vraiment un personnage qui est bouleversant, parce que c'est un personnage qui croit qu'il est un héros, et qui, au final, vit dans son monde, et après, voilà, sans spoiler, mais bon, c'est même la fin du Don Quichotte de Cervantes, c'est que à la fin, il prend conscience que en fait, c'est pas du tout un héros, et il se rappelle de qui il est réellement, et à ce moment-là, en fait, c'est bouleversant, parce qu'au début, on se dit il est fou, mais il est quand même attachant, et là, je le trouve attachant, mais pas toujours, et pour moi, c'est un problème, et après, voilà, le fait de se dire qu'on aurait pu avoir Jean Rochefort qui aurait été dedans, c'est vrai que ça aussi, c'est un regret, quoi, mais bon, après, Moi, j'ai beaucoup de mal, au-delà du discours sur lui-même et sur la réalisation du film, etc., que le film porte plutôt bien, j'ai beaucoup de mal à voir ce que dit le film en dehors de ça. Non, après le message, moi je le trouve assez clair, c'est de dire laissez vivre les fous, quoi. Enfin, laissez les fous être fous, et pour moi, même quand t'es cynique, tu peux t'attendrir d'un fou et même passer de son côté. C'est ça, moi je trouve qui est intéressant dans le film. Et le message, je le trouve bon, mais après c'est sur la forme que ça me gêne globalement. Quoi. C'est un film qui la forme et la structure. C'est un film, moi, qui j'ai l'impression qui te pousse à le regarder une deuxième fois pour voir tous les niveaux de lecture, pour voir je pense pas que je le verrai toutes les implications. Et voilà, je pense pas non plus que je le verrai une deuxième fois. Mais pour moi, voir Brésil. Je pense que tu peux le savourer seulement au deuxième visionnage et en tout cas comprendre toutes les imbrications. Ouais, je suis pas totalement d'accord parce que plus que du coup le propos sur on peut être cynique et aimer les fous, t'as quand même un propos qui est très clair sur le cinéma, qui est très sombre aussi sur le cinéma, sur l'influence de l'argent sur le cinéma, sur le rôle de l'artiste dans la société, comment est-ce que tu peux être un artiste en ayant la double injonction d'être fou et d'être rentable. Il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont amenés et qui sont relativement clairs. Ouais, mais ça, du coup, tu me pousses à ma dernière question que j'avais pour vous, qui était est-ce que pour avoir des thèmes
comme ça, développées dans le film, est-ce que ça valait le coup d'attendre 25 ans ? C'était peut-être des thématiques qui étaient jamais vues il y a 25 ans ou je ne sais quoi. Sauf qu'aujourd'hui, si c'est juste pour dire ce genre de choses... Bah, le film, au final, il est anecdotique. C'est ça le problème. mais C'est t'as- que c'est un film qu'on attend depuis 25 ans et au final, si tu prends le film en tant que tel, c'est un film anecdotique. C'est un film anecdotique dans la filmographie de Terry Gilliam, formellement. Après, pour ce qu'il est, pour l'histoire qu'il a, on s'en souviendra. Mais le film en tant que tel qu'il est fait, tel qu'il est mis en place, bah, ça reste anecdotique. Je suis désolé, j'en garderai pas un souvenir impérissable, loin de là. Non, mais je serais pas aussi dur. Le film en tant que tel, pas très clairement, c'est ni le meilleur ni un des meilleurs de Terry Gilliam, c'est certain. Mais après, tu parlais des sujets qui sont abordés. Il y a plein de films qui abordent le sujet de l'histoire d'amour impossible. C'était pas une révolution, par exemple. Ouais, mais Le sujet- j'ai pas le sentiment que ce soit le- fait de manière incroyable dans ce film-là, quoi. Puisque je trouve justement que le mythe ou l'histoire de Don Quichotte est très peut très facile, on peut en fait pas très facilement tirer le fil vers des sujets qui sont intéressants et qui sont pour moi assez bien exploités. Après, est-ce qu'il fallait attendre à 25 ans Non, mais Non, comme mais tout film, je veux dire, non, mais tu vois, est-ce que tu dois typiquement- attendre à 25 ans pour la majorité des films qui existent Star Non, Wars, oui. ouais. Mais tu vois, typiquement sur un sujet comme ça, un film comme ça qui est en gestation depuis 25 ans, donc il y a une durée de vie de 25 ans, grosso modo, il a vu aussi tous les 25 ans, un quart de siècle d'évolution du cinéma. Ouais, mais justement... Et il l'a adapté aussi, hein. Enfin, c'est pas la même histoire que ce Ouais. qu'il voulait faire il y a 25 ans. Ouais, À la mais base, ouais, ça ouais. devait être un voyage dans le temps littéral où le publiciste retournait à l'époque de Don Quichotte. Ouais. Et ce Là, que du coup, il l'a adapté. Ce que je veux dire, c'est qu'au fil de ces différentes interprétations, je suis pas sûr que tu vois forcément les évolutions du cinéma sur les 25 dernières Oui, années. mais à mon avis, en fait, il est plus... Pour moi, c'est le film aujourd'hui d'un instant T, mais c'est pas le film de 25 ans. C'est le film Non. d'aujourd'hui, de 2018, Oui. qu'il a réussi à sortir. Non, Mais c'est pas un film de 25 ans. Alors Ouais, qu'on c'est aurait ça. pu avoir un film oui, mais bon. d'un Non, quart mais de c'est siècle. sûr, Enfin bref. Non, mais c'est sûr. Après, Mais, c'est triste à dire, mais Terry Gilliam, c'est un réalisateur d'un autre temps. Enfin, c'est plus un réalisateur contemporain. S'il y a des réalisateurs comme Spielberg, Scorsese qui ont réussi à se renouveler, c'est pas le cas de Terry Gilliam. Terry Gilliam, son dernier vrai bon film, c'est Las Vegas Parano, quoi. Tout ce qu'il a fait depuis le début du 21. On peut en parler. Parce que... Bah on en parlera juste Bah, après. je trouve que ça, moi, Mais- On en mais- parle. c'est pas un très grand film, mais ça reste On va en mais parler. par rapport à ce qu'il a fait après. On va en Mais parler. dans tous les cas, par exemple, j'ai largement préféré... Don Quichotte à Las Vegas Parano. mais de loin. Et en C'est plus, différent. Et en plus pour des sujets qui sont très proches, en plus, entre Las Vegas. Ouais, mais justement, moi, je trouve Las Vegas très Parano proche. beaucoup plus pertinent là-dessus. Et justement, je trouve... Et beaucoup plus assumé pour le coup. Je trouve que Don Quichotte parle en fait très bien de l'époque Quichotte. Et je suis pas sûr qu'il aurait été aussi pertinent, pas forcément en tant que film, mais dans les sujets qu'il porte, dans les années 90. Ouais. Parce que toi, tu rapprocherais un Don Quichotte du coup d'un Las Vegas Parano dans ce qu'il essaye de dire, etc. Non, mais dans cette même lignée, mais qu'on retrouve beaucoup j'avais pas particulièrement pas réfléchi avant. Ouais, d'en non, parler, mais bien sûr, bien sûr. Mais dans tous les cas, Las Vegas, Parano, c'est l'histoire de Hunter S. Thompson et de l'invention du gonzo journalisme aux États-Unis. Et donc c'est un journalisme qui ne peut se faire que par l'implication totale de la personne. Ouais. Et c'est au final l'aboutissement de Don Quichotte sur la personne de Adam Driver, par exemple. Et on voit les risques donc de folie plus on se rapproche du médium. Par exemple, le vieux cordonnier qui devient Don Quichotte à lui-même à force du coup de l'avoir joué. Et donc c'est avec des choses comme ça qu'on peut relier les deux. Bon, pour faire un peu la jonction avec la deuxième partie de l'émission, on a déjà un peu commencé à la faire, mais on va revenir aussi sur la carrière de Terry Gilliam en tant que réalisateur. On est obligé aussi de parler des Monty Python. On a parlé un peu tout à l'heure de l'humour dans ce Don Quichotte-là, burlesque, qu'on retrouve encore une fois, mais c'était vraiment poussé à son paroxysme chez les Monty Python. C'est devenu des films cultes depuis. Et ça, c'est marrant aussi cette dichotomie chez Terry Gilliam entre des films qui sont très très sombres, L'Armée des 12 singes, Brasil, vous allez en parler aussi, et des films qui sont
totalement fous. Enfin, on peut le dire, des films à sketch totalement fous. Mais il y a toujours de la folie en fait. Ouais. La folie, c'est vraiment un aspect prégnant de sa filmographie. Et moi, j'ai pas vu tous ses films, mais la plupart des films que j'ai vus de lui, ça traite de ça. Ça traite de la folie, ça traite de la frontière étroite entre la réalité et l'imaginaire. Et ça, du coup, c'est très prégnant. On peut évoquer Brésil tout de suite. Brésil, ça ne parle que de ça. Ça ne parle que d'un monde futuriste qui est horrible en tant que tel. Tu peux nous faire le pitch un petit peu ? Alors, Brésil, c'est un film qui est aussi très compliqué à pitcher, mais c'est dans un monde futuriste et extrêmement administratif où tout doit passer par des papiers à signer et différentes organisations qui sont là pour limiter en fait l'action de la population. Mais c'est la par France. C'est la France de Macron. Et du coup, en fait, c'est une erreur administrative qui amène à une erreur et un de ces employés administratifs qui essaye de s'échapper par l'imaginaire et qui devient en quelque sorte, lui qui était vraiment un produit pur de ce système, qui devient par la suite un paria et on suit son parcours. Et là-dessus, moi, Brésil, je l'ai découvert récemment du coup pour préparer l'émission et franchement, c'est un très grand film. J'ai pris une claque énorme. Moi, je m'attendais vraiment à voir un film Terry Gilliam un peu que j'apprécie, mais qui me fatigue un peu parfois à travers tous ces aspects de montrer la folie telle qu'elle avec des angles de caméra impossibles. Et là pour le coup je trouve le film d'une cohérence et même dans son scénario d'une force à travers tous les thèmes. Voilà, c'est un film donc anti-administration qui c'est une dystopie qui est extrêmement dure et que je trouve ultra pertinente, qui est hyper imaginatif en termes visuels et la fin elle est je vais pas la spoiler parce que franchement j'invite les gens 1000 fois à aller voir ce film, mais c'est une énorme claque et on en ressent vraiment pas indemne. Okay. Ouais, mais clairement, C'était sorti en 85, il y avait déjà Jonathan Pryce, il y avait aussi De Niro qui jouait dans Brésil. Toi Camille, t'en as pensé quoi ? Moi, mais j'adorais, mais c'est dans la droite lignée de ces films. C'est un réalisateur qui a quand même une vision extrêmement sombre et pessimiste, en particulier de la modernité, de la consommation, de l'argent, qui en fait une critique de la bureaucratie, et qui en même temps, du coup, c'est toujours cet environnement qui pousse du coup des individus qui sont pas totalement adaptés à l'environnement à devenir fous, loufoques, et donc c'est constamment ce contraste entre les deux qui est mis en avant avec des héros qui cherchent à échapper à ce monde, quoi. Et Brésil, c'est en particulier un univers, une esthétique incroyable. C'est les grands monuments de béton, les colonnes, c'est vraiment impressionnant en fait. Et moi ce que j'aime dans le film aussi c'est la matière, le fait que les monuments de béton là, ils soient faits avec des maquettes, on le ressent. Et ça c'est vraiment très fort. Même il y a une scène où De Niro en fait il prend une espèce de tyrolienne. Non, dis pas tout. Ça va, je pense que je peux le dire. Alors il prend une espèce de tyrolienne pour passer d'un immeuble à l'autre et en fait je me suis renseigné après pour voir comment il l'avait fait, donc avec un espèce de petit mannequin qui était dans une matière spécifique pour vraiment que la chute elle soit impressionnante telle qu'elle est filmée. Et ça voilà, c'est quelque chose d'hyper créatif. Et Terry Gilliam c'est quand même un réalisateur qui a été extrêmement influent. On le cite pas énormément parmi les grands réalisateurs qui ont eu des influences esthétiques, mais l'influence esthétique de Terry Gilliam elle est extrêmement importante, que ce soit même dans la publicité, ils ont repris les angles de caméra que lui-même avait inventé quoi. Et sa publicité pour je crois que c'est Nike avec Cantona, c'est ça, dans le Gaulle, dans le bateau non, c'est pas celle dans le bateau, c'est celle où je crois qu'il y a un terrain et c'est des joueurs qui se défient. C'est un truc comme ça, mais c'est une incroyable publicité. Je crois que c'est The Cage, un truc comme ça. C'est une publicité de 2001, The Cage de Nike. C'est ça, c'est celle dans le bateau avec tous les plus grands joueurs de l'époque. Elle est extraordinaire cette pub, c'est une des meilleures pubs de sport qui a jamais été faite. C'est ça. Mais du coup pour moi. Je savais pas que c'était lui qui l'avait réalisé. Mais du coup, pour moi, d'un point de vue esthétique, il est clairement à rapprocher. C'est pas d'un Tim Burton. Le parallèle avec Tim Burton, il est vraiment intéressant pour le coup. Qui ont vraiment une esthétique qui se
qu'on peut voir dans tous leurs films en fait, et qui se décline à chaque fois, et qui en même temps garde une cohérence très forte. Quoi. Ouais. Et donc vous, Brasil, c'est le film que vous recommanderiez de Terry Gilliam devant L'Armée des 12 singes ou devant tout. qui sont quand même qui sont quand même plus connus, parce que eux sont passés plutôt à la postérité quand même. L'Armée des 12 singes. Après c'est différent. Brasil, c'est une dystopie qui est vraiment extrêmement sombre, et après c'est vrai que L'Armée des 12 singes, t'as quand même Bruce Willis qui à l'époque était une méga star. T'as De Niro dans Brasil, pardon. Oui, après il a pas un rôle extrêmement important, mais après oui, Brasil c'est vraiment un film qui est compliqué, et même il avait eu c'est assez marrant le parallèle qu'on peut faire entre Brasil et Don Quichotte, parce que en fait la fin de Brasil, il avait eu des gros problèmes avec ses producteurs qui lui disaient non, tu peux pas faire cette fin là, c'est tu dois la changer. Et donc du coup en fait ce qui est marrant, c'est que dans Brasil il y a le personnage principal qui est pris entre tous ses chefs qui lui disent ce qu'il doit faire tout le temps, et tu sens que voilà, il est torturé par ça, par cette espèce de hiérarchie qui le bouffe. Et en fait, ce qui arrive à Terry Gilliam après, c'était quasiment ce qui se passait dans le film. Donc la mise en abîme là-dessus aussi, elle est assez cruelle. Un dernier mot sur la film de Terry Gilliam ? Les Monty Python. Enfin, on n'en a pas assez parlé, mais autant dire que pour moi, Sacré Graal et La vie de Brian, pour moi, c'est deux des plus grandes comédies de l'histoire du cinéma. Avec une primeur sur La vie de Brian qui est. Moi j'aime beaucoup les deux. C'est vrai que Sacré Graal, il est un peu aussi moins. La vie de Brian. Je pense aussi que je préfère La vie de Brian, mais je pense. Mais La vie de Brian. Et ça renvoie à plus de trucs aussi forcément, parce qu'on parle de Jésus plutôt que le Chevalier de la Table Ronde, qui sont quand même un mythe qui peuvent apparaître un peu plus éloignés. Là on parle de Jésus et on dérive sur la vie de Jésus, quoi. Tout le monde a j'avais pas fait le parallèle, moi. Voilà, exactement. Clairement. Et c'est excessivement drôle. Enfin, je veux dire, et ce qui est important de le dire aussi, c'est que c'est des comédies qui sont filmées, quoi. Enfin, là, je trouve que ce que je trouve vraiment très triste sur les dernières années, c'est que n'en fais pas trop. Non, mais c'est vrai. C'est du cinéma, tu veux dire ? Regarde les comédies de Danny Boone, tu me diras c'est filmé. Non, mais vraiment, c'est que dans les angles de caméra, dans les choix de mise en scène, dans le timing, voilà, tout est pensé de A à Z, et c'est ça qui fait que c'est des grandes comédies qui restent, quoi. Et maintenant, à part, Adam McKay avec Will Ferrell, ou il y en a plus beaucoup des réalisateurs qui vraiment filment leur comédie de façon à ce que ce soit consistant en termes de. Gad Elmaleh et tout. Non, mais Adam Sandler, ça va. C'est quand même. T'as vu les derniers films d'Adam Sandler ? Non, j'ai pas vu les derniers films mais c'est un des mecs qui a. De toute façon, on va pas parler de Adam. Non, on va clairement pas en parler. Je pensais pas. Alors là, tu l'as sorti vraiment de nulle part. mais qui a le plus de réflectivité sur son. Mais pourquoi toujours exagérer quand on parle de la filmographie d'Adam Sandler quand même, quoi. Non, mais dans son film Funny People par exemple, où du coup mais ça c'est encore différent. C'est de la branlette. Non, c'est un excellent film, Funny People. On n'a jamais été d'accord là-dessus. Mais voilà, ça c'est. Même Funny People, pour moi, c'est même pas une comédie. Pour moi, c'est vraiment un film triste, Funny People. Il y a quelques blagues, ça parle du stand-up, ok, mais. Bon, allez, comment est-ce qu'on en est arrivé à parler d'Adam Sandler ? Je pense on parle de la comédie. Mais voilà, Brasil, les films des Monty Python. Et ne regardez pas les Frères Grimm. Surtout, ne regardez jamais les Frères Grimm. C'est du vécu. C'est du vécu. Ok, donc on va s'arrêter là-dessus, puis on va s'arrêter sur la musique de Life of Brian aussi. Je pense pour aujourd'hui. Always look on the bright side of life. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à dans 15 jours avec un nouveau film. On a déjà décidé, on peut déjà vous le dire, ce sera Jurassic Park. Voilà, préparez-vous bien, préparez-vous à pleurer, mais nous on l'aura vu et on espère que vous aussi. Voilà, à dans 15 jours, salut. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang.